Les réunions en visioconférence sont devenues légion en ces temps de confinement. Ça permet d'avoir plusieurs personnes en même temps, en visuel. Pourtant, quand on participe à ces réunions, on se rend bien compte que les échanges sont moins fluides, qu'il est moins facile d'échanger qu'en présentiel. Ce qui peut provoquer une forme de frustration, de réticence à se connecter ou à participer de façon active à la réunion. Alors si vous vous demandez pourquoi n'a-t-on pas autant de facilité à échanger avec les participants alors que nous nous voyons, et qu'est-ce qu'on peut faire pendant la réunion pour s'assurer d'un déroulement agréable, eh bien j'ai peut-être quelque chose pour vous. Durant cette vidéo, je ne parlerai pas de choix logiciels, ni même de choix matériels, parce que c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Cette vidéo fait suite aux commentaires que j'ai reçus à la publication de ma première vidéo. Je vous invite à la regarder si toutefois vous l'avez pas vue, en cliquant sur le lien qui va s'afficher quelque part par là. Et si vous aussi, vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite sous forme d'une vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette chaîne YouTube, et je regarderai de quelle façon je peux l'intégrer dans un sujet. Pendant les vidéoconférences, donc, nous nous voyons, nous nous entendons, nous pouvons nous parler, et pourtant, c'est quand même pas si simple que de pouvoir prendre la parole, se faire comprendre et savoir qu'on est compris ou comprise non plus. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est parti. Pendant cette vidéo, on va considérer la communication comme un échange entre au minimum deux personnes, un parleur et un ou plusieurs écouteurs. Les personnes prenant le rôle de parleur changent tour à tour, provoquant le fameux échange d'informations. On le distingue de l'information simple, descendante, qui est un échange à sens unique où le parleur et les écouteurs sont invariants. Jacques Cogniet, psychiatre et psychanalyste, a longtemps étudié la communication chez l'homme et chez l'animal. Il rapporte notamment la prise en compte des échanges non-verbaux pendant la discussion. Comme le tour de parole change, les échanges non-verbaux participent entre autres à synchroniser les personnes qui dialoguent entre elles. Par exemple, le parleur proposera le changement en émettant un ensemble d'indices comme le regard vers le partenaire, l'absence de gestes illustratifs, éventuellement des gestes diéctiques, c'est-à-dire en montrant son interlocuteur, et l'écouteur de son côté peut envoyer des indices de candidature à la parole, comme le détournement du regard, les mouvements de tête, un raclement de la gorge, des inspirations préparatoires à la parole, un changement de posture, etc. Tous ces éléments sont évidemment peu, mal ou pas perceptibles pendant les échanges en visioconférence. Or, ces échanges non verbaux ont d'autant plus d'importance, toujours selon Jacques Cogniet, parce que le parleur, lorsqu'il s'adresse à ses interlocuteurs, va chercher à recevoir des signaux de leur part qu'ils sont supposés répondre à 4 questions qui sont: est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on me comprend? Et qu'est-ce qu'on en pense? La réponse à ces questions nécessite au minimum un regard de la part du receveur, des indices rétroactifs sous forme d'émissions vocaux-verbales et ou kinésiques du receveur. Charles Goodwin, professeur américain de linguistique, il insistera sur le fait que le parleur a besoin du regard du receveur et qu'il mettra en place des techniques subtiles pour le provoquer. Or, en visioconférence, on peut avoir l'impression que les regards sont présents, ce qui est trompeur parce que ça n'est pas le cas dans le cadre d'un échange. En effet, pour que vous ayez la sensation que je vous parle à travers cette vidéo par exemple, je dois m'adresser à ça. Or, si on est en visioconférence et que je regarde le retour vidéo, voici ce que ça donne. Le retour d'information est donc quasi inexistant. Vous n'avez pas l'impression d'être en contact visuel avec moi. Donc, pour que vous ayez la sensation d'être en contact avec moi, moi je dois être en contact avec une caméra. On ne peut donc pas avoir un échange de regards. Le regard a son importance également dans les réunions en présentiel, puisque dès lors qu'on regarde son interlocuteur, l'interlocuteur et les autres membres du groupe savent très bien à qui on s'adresse, ce qui n'est évidemment pas possible pendant la conférence vidéo. Le retour non verbal des personnes qui écoutent participe donc à l'élaboration des informations qui sont en train de s'échanger pendant une réunion. La visioconférence peut donc donner l'illusion qu'elles sont toutes présentes, mais ce n'est pas le cas, et c'est une information à prendre en compte par les organisateurs comme les participants. Et de ce fait, la réunion, pour être plus efficace, devra être organisée de façon plus structurée. Je vous propose donc un certain nombre de trucs et astuces qui permettent d'organiser une réunion en vidéoconférence. Certains sont connus, d'autres moins, et tous vont dans le sens de créer des conditions qui favorisent l'intelligence collective et prennent en compte les éléments qu'on a vus juste avant. Lorsque vous êtes organisateur d'une réunion, je vous propose, avant de fixer l'ordre du jour, de vous poser un certain nombre de questions qui sont: quel est le sens de ma réunion?
À quelle question doit-elle répondre? Ces 2 questions sont essentielles et s'il n'y en avait que 2 à garder, ce serait celle-ci. Puis les questions suivantes sont: avec quel livrable doit-on sortir? Y a-t-il des éléments préalables à préparer? Ceci vous permet de fixer l'ordre du jour provisoire de la réunion et d'envoyer les éléments préalables à préparer en amont aux personnes concernées. Alors bien souvent, l'usage c'est de fixer l'ordre du jour et démarrer la réunion avec ça. Mais ça suppose que vous soyez la seule tête pensante à établir ce qu'il faut faire pour répondre à la question que vous avez émise. Or, lorsque vous avez émis la question en envoyant vos invitations, il est probable que chacun ait une représentation de la question que vous vous posez qui lui est propre. On y reviendra ça dans une autre vidéo. Néanmoins, il ou elle peut avoir des éléments complémentaires qui aideraient à la réponse à votre question et à définir vos livrables. Fixez la date et l'heure de la réunion en 2 temps. Dans le cas précis de la visioconférence, ceci a son importance. Prévoyez 1 heure de connexion. Je vous conseille de le faire 10 minutes avant l'heure que vous prévoyez de début de la réunion. Ceci permet d'éviter les déboires de connexion que l'on connaît tous, où vous avez quelques participants qui monopolisent les 10 premières minutes de la réunion pour résoudre les problèmes techniques inhérents à la connexion. Vous envoyez ensuite l'invitation comme à l'accoutumée, avec les horaires, la date, les participants et les modalités de connexion. Point particulier, je vous conseille de vous renseigner si vous avez des participants qui se connectent pour la première fois au logiciel que vous utilisez. Le cas échéant, pendant les premières minutes de connexion, prenez un temps avec ceux ou ces participants pour leur montrer les fonctionnalités de base telles que couper le micro, couper la vidéo, partager l'écran, etc., etc. Will Schutz, dans l'élément humain, montre que la performance d'une équipe tient entre autres à ce que chacun des participants se sente inclus à l'intérieur de celui-ci. On y reviendra sur Will Schutz et la performance d'équipe, il y aura 1 ou plusieurs vidéos à ce sujet, c'est promis. À l'instar d'une fusée au décollage, c'est bien au début de la réunion qu'il faut mettre de l'énergie pour embarquer les gens que vous avez dans votre réunion. Cela vous permet d'éviter qu'au bout d'un 20 minutes ou 30 minutes d'une réunion, vous vous apercevez que vous avez toujours des participants qui ne participent pas de façon active à la réunion. Je vous propose donc le processus suivant qui consiste à faire un tour d'inclusion et qui se décompose comme suit. Chacun réfléchit individuellement aux questions suivantes. Comment je vais aujourd'hui? Quelles sont mes attentes pour la réunion? Quelle contribution j'ai envie d'apporter? Chacun élabore sa réflexion individuellement, préalablement à l'échange. Chacun ensuite partage à son tour les éléments de réponse qu'il a de façon concise et synthétique. La règle de base, c'est celui qui parle, parle, celui qui écoute, écoute et donc ne parle pas. J'ai une petite préconisation pour ce qui concerne la gestion du temps. Par exemple, si vous êtes 7 participants et que chacun parle 45 secondes pour donner les éléments de réponse à ces questions, eh bien vous allez passer 5-6 minutes à faire l'exercice. Si chacun en revanche prend 3 minutes, vous y passerez plus de 20 minutes. À vous de dimensionner le temps nécessaire pour que chacun ait le temps de s'exprimer et que le tour d'inclusion ne monopolise pas le temps de la réunion. Comme le leader a pris en note les attentes et les contributions de chacun des participants, c'est là qu'il finalise l'ordre du jour. Et je vous propose de fixer ou rappeler quelques règles de bon fonctionnement telles que j'utilise tel ou tel mode de réaction pour faire savoir que j'ai besoin de prendre la parole. Le leader anime la réunion et distribue la parole. C'est une technique qui est bien connue des talk-shows radiophoniques. Puisqu'il n'y a pas de retours non-verbaux disponibles pour l'auditeur, c'est bien l'animateur qui distribue la parole en nommant à qui il donne la parole. Il fait donc circuler la parole de façon fluide et veille à ce que chacun puisse participer. J'utilise tel ou tel signe pour montrer que j'ai compris et ou que je suis OK. Chacun respecte un temps de parole raisonnable. Chacun coupe son micro lorsqu'il ne parle pas, ça évite les bruits parasites. Et on va au bout d'un sujet avant de passer au suivant. Le leader s'assure qu'on déroule l'ordre du jour comme il a été fixé en début de réunion, en respectant les règles qui ont été fixées. Ces règles peuvent a priori paraître contraignantes, mais l'expérimentation montre qu'on gagne souvent en fluidité dans les échanges. En fin de réunion, il est important de vérifier que chacun ait pu aller au bout de ce qu'il avait envie d'apporter au sujet. Et donc je vous propose un processus similaire au tour d'inclusion. Il est le suivant. Chacun réfléchit individuellement sur y a-t-il des points que nous n'aurions pas abordés et dont vous souhaiteriez parler? Comment vous sentez-vous au sortir de la réunion? Et puis l'animateur distribue la parole selon les règles qui ont été fixées afin que chacun puisse s'exprimer. Pour
pour le leader, quelques recommandations. N'hésitez pas à couper la parole à ceux qui la monopolisent. Sachez que les autres participants qui voient qu'une personne monopolise la parole attendent ça de vous. Et lorsque vous voyez que la réunion dérive un peu trop, n'hésitez pas à ramener à l'ordre du jour que vous avez conjointement fixé avec vos participants. Et pour les participants, lorsque vous recevez une invitation, n'hésitez pas à questionner quelle est la valeur ajoutée à cette réunion, si elle n'est pas claire pour vous. L'idée, c'est d'aller voir l'organisateur en lui demandant « Qu'attends-tu de moi pendant cette réunion ?» Petit point technique, vous avez vu l'importance que peut avoir les signes non verbaux. Alors, tâchez, autant que faire se peut, de vous mettre avec un éclairage suffisant pour qu'on puisse voir distinctement votre visage. Et si possible, privilégiez l'utilisation des micro-casques qui ont donc des micros qui seront plus près de votre bouche et qui souvent filtrent mieux les bruits parasites. J'ai réalisé une fiche qui résume le contenu de cette vidéo. Si elle vous intéresse, cliquez sur le lien qu'il y a en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous la ferai parvenir par mail. Si vous pensez à quelqu'un qui serait intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à lui faire suivre ou tout simplement la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et si vous faites partie de cette communauté de managers qui souhaitent mettre l'humain au centre des pratiques managériales, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a là ou en dessous de la vidéo. Vous serez notifié de la sortie des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo.